Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Doc d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un événement majeur du Moyen-Âge, un de ces rares événements où tout se joue sur quelques heures, voire même sur quelques minutes. C'est la bataille de Bouvines. Pour évoquer la bataille de Bouvines, eh bien, quoi de mieux que de repartir directement des grandes chroniques de France. Donc ici, vous avez une enluminure qui est tirée de ces grandes chroniques de France, d'un manuscrit qui est daté de 1375 et qui a été réalisé pour le roi Charles V. Cette enluminure-là, elle est attribuée soit au maître du couronnement de Charles VI, soit à un de ses disciples. Donc la bataille de Bouvines, elle se déroule en juillet 1214 et elle est le fruit de plusieurs événements, qui est d'abord le raffermissement de l'autorité royale de Philippe Auguste, qui déplaît à bon nombre de ses vassaux et de ses voisins, et également de tout un tas de haines recuites qui ont parsemé la royauté de Philippe Auguste. On retrouvera par exemple Renaud de Dampmartin qui voue une haine terrible à son roi ainsi qu'à certains de ses familiers, etc. Et c'est également, cette bataille de Bouvines, un événement qui tranche du coup toutes ces rivalités. D'un seul coup, en quelques heures, toutes les rivalités qui datent d'il y a 50 ans sont tranchées sur cette bataille, sur ce lieu de bataille, sur ce champ de bataille, qui aurait pu basculer également d'un camp ou d'un autre en quelques minutes, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Notre enluminure-ci, elle est intégrée dans une page manuscrite, que voilà. Alors, vous voyez qu'il y a un petit texte en rouge qui l'accompagne, alors on va l'agrandir et vous allez vous rendre compte que lire les textes des grandes chroniques de France, eh bien c'est pas si difficile que ça, surtout qu'elles sont écrites en ancien français. Donc si on agrandit, donc vous voyez X au début, X c'est le numéro du chapitre, donc c'est le chapitre 10. Et on peut lire comment Othon assembla son armée à Valenciennes et comment ils vinrent à la bataille pour ce qu'ils crurent le roi surprendre déspauvrement, c'est-à-dire à l'improviste. Donc Othon, qui est le saint empereur romain germanique, assemble une armée à Valenciennes. Valenciennes se trouve alors dans l'ancien comté de Flandre. À ce moment-là, le comte de Flandre, d'après le point de vue de Philippe Auguste, est félon à son roi. Donc Philippe Auguste et son armée, vous voyez ici Philippe Auguste qu'on reconnaît à ses fleurs de lys sur fond bleu et à sa couronne et derrière son armée, il se trouve dans le comté de Flandre et il ravage le comté de Flandre. De l'autre côté, vous avez l'armée d'Othon qui est composée donc d'Allemands mais également d'Anglais du comte de Salisbury, des soldats également apportés par le comte de Boulogne, qui est Renaud de Dampmartin, qui est également félon à son roi, et du comte de Flandre. Et ces deux armées, dans un premier temps, parce qu'on est dans un conflit médiéval, eh bien, ils vont chercher à s'éviter, c'est-à-dire qu'on fait des boucles, on ravage le pays, on essaye de capturer les trésors qui suivent l'armée adverse, etc. Mais dans un premier temps, on essaie de s'éviter. Mais comme le dit notre texte, eh bien, l'armée du Saint-Empereur romain germanique Othon va considérer que, que Philippe Auguste est en infériorité numérique, ce qui est exact, et va essayer de surprendre son armée pour la battre sur un champ de bataille. Et Philippe Auguste va donc accepter cette bataille. Philippe Auguste, à ce moment-là, il a 49 ans, ce qui est un âge assez avancé à cette époque. Et pendant plusieurs années, eh bien, il a lutté contre la famille Plantagenet, qui contrôlait l'Angleterre, la Normandie, l'Anjou, l'Aquitaine. Et quelques années plus tôt, eh bien, Philippe Auguste a pu reprendre l'essentiel des territoires continentaux du dernier rejeton du roi Henri II, qui était donc Jean Santerre. Sauf que, comme on l'a dit, eh bien, ce renforcement de l'autorité royale, ça a déplu à bon nombre de ses vassaux, et certains se sont rebellés, parmi eux donc le comte de Boulogne, Renaud de Dampmartin, et le comte de Flandre, Ferrand, qui se sont donc alliés avec Othon, qui est le Saint-Empereur romain germanique. Donc ces quatre personnages vont se retrouver face à face sur le champ de bataille. L'armée d'Othon se divise en trois, et sur la droite de l'armée d'Othon se trouvent les contingents flamands de Ferrand qui vont engager le combat en premier. Sauf qu'ils vont être rapidement défaits par l'armée de Philippe Auguste et Ferrand de Flandre va être fait prisonnier. Au centre, ensuite, vous avez un combat entre Othon, l'armée allemande d'Othon et l'armée de Philippe Auguste. Philippe Auguste combattant en personne.
on en reparlera tout à l'heure, et Othon va également fuir le champ de bataille. Enfin, sur la gauche du dispositif des coalisés, Renaud de Dampmartin va être capturé à son tour. Ici, vous voyez, cette enluminure-ci, la troisième enluminure qui représente la bataille, qui se situe, celle-ci, après la bataille. Et on peut lire le texte en bas. Donc là, vous voyez à nouveau un chapitre, donc chapitre 20. Donc vous pouvez voir qu'on a quand même consacré jusqu'ici une dizaine de chapitres à la bataille de Bouvines, ce qui est beaucoup, ce qui prouve l'importance, déjà en 1375, de cette bataille. Et donc, on peut lire ici, donc chapitre 20, du sort à la mère Ferrand, et comment il fut mené en prison à Paris, et de la très grande joie que l'on fit au roi à son retour. Donc ici, ce qu'on représente, c'est le retour triomphal de Philippe Auguste, qui a remporté la bataille. Philippe Auguste est ici sur son cheval, c'est donc une victoire éclatante, une victoire qui dénoue absolument tous les problèmes qu'il avait pu connaître durant son règne, toutes les haines que les uns et les autres avaient pu avoir, etc. etc., etc. C'est en fait un drame antique qui se termine en quelques heures. Et donc on retrouve dans la charrette ici, sans doute Ferrand de Flandre qui a été fait prisonnier, et Renaud de Dampmartin, tandis que Othon, lui, s'est enfui. Alors ici, c'est une image un peu étonnante parce qu'en réalité, à ce moment-là, Renaud de Dampmartin est déjà en prison à Péronne et il va rester assez longtemps. Donc Philippe Auguste est victorieux, il a vaincu tous ses adversaires, et donc Othon a fui le champ de bataille, Ferrand, Renaud, Salisbury sont faits prisonniers. C'est une victoire qui va sceller le destin de la France pendant environ un siècle et demi, et qui en fait la principale puissance d'Europe occidentale. C'est des places qui étaient jusqu'alors occupées plutôt par le Saint-Empire romain germanique. Donc la bataille est longtemps célébrée, d'abord par les rois de France, comme on vient de le voir ici, dans la chronique, mais aussi par la République française. Là, on a une photo qui date du 28 juin 1914. Imaginez la date, 28 juin 1914, on est quelques jours avant la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France. Donc, c'est évidemment une date extrêmement symbolique. En outre, 28 juin 1914, eh ben, c'est le 7e centenaire de la bataille. Invité d'honneur que nous retrouvons ici, eh bien, vous avez un académicien ici qui est Étienne Lamy, et puis vous avez surtout le général Louis Franchet d'Espéret qui sera maréchal de France en 1921. Raison probable de sa présence, tout simplement, il était le commandant du premier corps d'armée qui était stationné à Lille, donc non loin de Bouvines. Et l'homme qui est surpris en plein discours ici, c'est le maire de Bouvines, Félix Déot. Félix Déot est devenu maire de Bouvines en 1872. Il va rester jusqu'en 1934. Et en 1872, donc on est juste après la guerre franco-allemande de 1870, la guerre perdue par la France contre l'Allemagne, eh bien il décide de la reconstruction de l'église de Bouvines et de l'édification de vitraux qui reprennent les principaux événements de la bataille. Et donc vous voyez que juste après cette guerre désastreuse de 1870, se met en place une nouvelle mémoire de la bataille de Bouvines qui se construit par antagonisme avec le nouvel empire allemand qui vient d'être créé. Sur cette photo ici, vous voyez d'abord la foule qui assiste à cet anniversaire symbolique du 7e centenaire de la bataille de Bouvines. Vous voyez également tous les canotiers, c'était vraiment la mode de l'époque. Et puis au fond, vous voyez donc cette église reconstruite à la fin du 19e siècle. Donc sur le premier vitrail que l'on voit ici, vous voyez à nouveau Ferrand de Flandre qui est transporté dans sa charrette et qui est moqué par le bon peuple de France. Ici, deuxième vitraux, très intéressant. En fait, là, on nous montre une scène de la bataille dont on parle assez peu dans les grandes chroniques de France, qui ne fait pas l'objet, en tout cas, d'une enluminure. Là, vous voyez Philippe Auguste qui est jeté à terre au milieu de la mêlée. Et là, on est
dans un moment où tout aurait pu basculer, puisqu'on a des piétons-teutons autour de Philippe Auguste qui essaient de l'oxyre. Le chroniqueur nous dit, le chroniqueur, donc on a un chroniqueur d'époque qui est Guillaume Le Breton, qui a écrit 2 ouvrages sur la bataille de Bouvines, et Guillaume Le Breton nous raconte que Philippe Auguste est protégé par son armure. Sur son armure, si l'armure avait cédé, il serait mort, et également par quelques chevaliers, dont Pierre Tristan, qui aurait fait rempart de son corps pour protéger son roi. Donc effectivement, à ce moment-là, eh bien, la bataille et l'ensemble de l'avenir de la dynastie capétienne aurait pu changer. Quelque temps après, eh bien, c'est Othon qui manque à 2 fois de se faire capturer ou de se faire oxyre par Guillaume des Barres et Gérard Latruy, qui finit par fuir le champ de bataille. Ce sont 2 épisodes que l'on trouve dans les livres scolaires. On a 2 épisodes principaux. Ici, vous voyez à nouveau Philippe Auguste. Là, on est dans un manuel scolaire de 1920 qui est fait pour aider les enfants à préparer le brevet élémentaire. Donc là, si ça s'était vraiment passé comme l'illustrateur nous l'a montré ici, Philippe Auguste, il était mort. Hein. On est d'accord, il n'a personne autour de lui, il a 5 ou 6 ennemis qui sont prêts à l'oxyre. Normalement, si ça s'est vraiment passé comme ça, c'est fini. Et puis, l'autre scène que l'on retrouve, eh bien, dans nos manuels scolaires de la Troisième République, c'est la scène du retour. Alors là, ce n'est pas la Troisième République, c'est plus exactement la 4e. Alors cette image-là provient d'un manuel de 1952. Et donc, dans ce manuel, déjà on montre aux enfants tout de suite, on est au Moyen-Âge. On est au Moyen-Âge parce qu'on a des costumes, on a une église là-bas, on a des remparts de l'autre côté, on a des chevaliers, comme celui-là par exemple, magnifique. On espère quand même pour eux qu'ils ne chevauchaient pas en permanence avec tout leur armure, la lance au poing, le bouclier à la main, etc. Parce que sinon ils devaient finir la journée un tout petit peu épuisés. Et puis au centre, eh bien, toujours, on reconnaît Philippe Auguste ici. À ses côtés, eh bien, il s'agit d'un autre personnage qui est Frère Guérin, qui est un ancien frère hospitalier, qui est à ce moment-là évêque de Senlis et qui est principal conseiller de Philippe Auguste. Et c'est lui qui, contre tous les conseillers habituels de Philippe Auguste, a poussé à la bataille. Donc cette victoire de Bouvines, c'est également un petit peu la sienne. Celui qui porte l'oriflamme là-bas, c'est Galon de Montigny. Et l'oriflamme, eh bien, devait servir, pendant la bataille, à indiquer la position du roi. Et lorsqu'on a jeté Philippe Auguste à terre, eh bien, Galon de Montigny agitait son étendard en tous sens pour faire comprendre aux chevaliers qu'il fallait qu'ils reviennent assez rapidement pour protéger le roi qui était en danger. Et à l'arrière, là-bas, vous avez Ferrand, qui semble absolument affligé par sa position, et il a de quoi. Sur les côtés, c'est la joie du peuple, que vous retrouvez ici. On retrouve un petit peu la même scène sur une autre image qui est celle-ci. Sauf que cette fois, eh bien, on est en ville et on est dans un livre scolaire, cette fois de 1964, donc on est au début de la Ve République. Alors pourquoi cet intérêt des livres scolaires pour cette bataille? Eh bien, tout d'abord, comme on l'a dit, c'est évidemment un épisode crucial de la construction du royaume capétien. C'est une date charnière. C'est un peu ce que nous dit l'épisode qu'on retrouve assez régulièrement donc de Philippe Auguste qui est jeté à terre, c'est-à-dire qu'en 5 secondes, si l'armure cède, tout peut être décidé. Mais ce que nous voyons aussi avec ces 2 dernières images-là, c'est que c'est un des tout premiers moments de communion de ce qui n'est pas encore peut-être véritablement une nation. C'est d'ailleurs la thèse de Georges Duby qui a écrit donc le fameux Dimanche de Bouvines. La date de 1214 est souvent considérée comme le moment où se forge l'identité nationale française. Ceci est dû aussi à une autre décision qui est prise par Philippe Auguste, conseillant cela par Guérin, c'est la convocation des milices communales, c'est-à-dire la demande faite aux communes de fournir des contingents. Alors que jusqu'ici, les combattants devaient être les chevaliers, donc l'aristocratie, qui devait défendre le peuple. Cette fois, eh bien, le peuple a participé à sa propre défense. Notre manuel du 1920 indique ainsi: la lutte commença par des charges de cavalerie qui ne décidèrent rien, mais bientôt arrivèrent avec la bannière de Saint-Denis les gens des communes qui se placèrent devant le roi. C'est tout ce qu'il dit. Mais on peut considérer quand même que la tournure de la phrase, eh bien, nous laisse à penser
que c'est l'arrivée des contingents des communes qui a absolument changé le cours de la bataille. Alors, qu'est-ce que nous disent les grandes chroniques de France sur ce point? Eh bien, ici, le discours est un tout petit peu différent. On lit, si vous regardez tout en haut, hein, c'est à partir du deuxième mot, les légions des communes vinrent de l'arrière, elles avaient dépassé le pont de Bouvines, en particulier les communes de Corbie, Amiens, Arras, Beauvais, Compiègne. Elles accourent à la bataille du roi et dépassèrent toutes les bannières des chevaliers se mettre devant le roi. Donc jusqu'ici, on retrouve le récit de notre livre scolaire. Mais la chronique continue. Les chevaliers d'Othon les firent tôt ressortir jusqu'à la bataille du roi, toutes les dispersèrent petit à petit, et les traversèrent tant qu'elles s'approchèrent de la bannière du roi. Donc on peut dire que dans nos grandes chroniques de France de 1375, donc du règne de Charles V, le rôle des communiers est quelque peu relativisé. Toutefois, on a un texte et un indice qui nous permettent de remettre en cause cette perception des chroniques. D'abord, on a les Gestas de Guillaume le Breton, qui lui loue l'efficacité des communes. Mais il est vrai que Guillaume le Breton écrit aussi pour louer Frère Guérin, qui est son mentor, et Frère Guérin est lui-même un partisan de l'alliance de la royauté avec les communes. Donc peut-être qu'il nous raconte des histoires. Sauf que on a également une liste des hauts personnages qui sont faits prisonniers à la bataille de Bouvines. Avec cette liste, eh bien, on voit que des récompenses sont accordées aux communes sous la forme de rançons de ces personnages. Donc en fait, on donnait les hauts personnages à garder aux communes qui pouvaient en tirer des rançons. Et donc on peut supposer que si elles n'avaient pas tenu leur rôle, si elles n'avaient pas eu leur rôle à jouer, si elles ne l'avaient pas rempli correctement, eh bien aucun cadeau ne leur aurait été fait. Il faut aussi rappeler que donc notre grande chronique, dont vous revoyez l'enluminure ici, a été rédigée en 1375, donc sous le règne de Charles V, qui lui-même, en tant que régent, pendant la captivité de Jean le Bon, a connu bien des difficultés avec la commune de Paris et avec Étienne Marcel, donc peut-être que lui-même n'était pas trop enclin à louer les représentants des communes. On peut rappeler aussi que Charles V lui-même a eu beaucoup de difficultés avec certains de ses vassaux et qu'il ne lui était pas inutile non plus de rappeler cette bataille de Bouvines et la captivité qu'ont pu connaître à sa suite Ferrand de Flandre et Renaud de Dampmartin qui sont restés en prison au cachot très longtemps jusqu'à sa mort pour Renaud de Dampmartin. Donc voilà notre bataille de Bouvines qui est un événement aux multiples facettes, un point tournant dans l'histoire médiévale, mais également un point tournant, une mémoire différente selon qu'on se place dans un système monarchique ou dans un système républicain. Cette bataille, d'après ce que je crois avoir constaté, assez peu traitée dans les livres scolaires aujourd'hui, mais il faut dire aussi que l'histoire bataille est assez mal vue. Alors je vous remercie, comme d'habitude, d'avoir suivi ce nouvel épisode de Doc d'Histoire et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un numéro dans les rues de Paris et dans quelques semaines pour un nouveau numéro de Doc d'Histoire.